Ministre, je vous cède la parole. Nous vous écouterons avec grand intérêt. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les honorables députés européens, c'est pour moi un réel plaisir et un grand intérêt que d'être présent ce matin parmi vous à l'occasion de ce débat. Et je remercie Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères d'avoir bien voulu m'inviter pour débattre, écouter, répondre, prendre note de l'ensemble de vos commentaires, observations, analyses au sujet de la question dite du Sahara occidental. Et à ce titre, je vais essayer de rester dans les 10 minutes de présentation générale, en prenant 1 minute tout d'abord pour partager avec vous et confirmer une nouvelle fois que l'engagement du Maroc à développer et approfondir ses relations avec l'Union européenne est un engagement stratégique, pris très tôt une fois l'indépendance recouvrée, avec l'ensemble des forces politiques marocaines, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et cet engagement est irréversible, parce que nous pensons que plus on s'approche et partage avec l'Union européenne des valeurs, des modèles, des normes, et mieux le Maroc se portera. Cet engagement a fait que le Maroc, comme vous le savez, a bénéficié d'un statut avancé, dans la mesure où le Maroc ne refuse pas l'engagement réciproque, dans la mesure où le Maroc est à la tête des partenaires méditerranéens pour la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage, avec des plans d'action qui se succèdent. Mais le plus important pour nous est que le Maroc prend des engagements avec l'Union européenne. Nous ne considérons pas la politique de voisinage comme étant une ingérence dans nos affaires étrangères. Bien au contraire, nous estimons qu'il s'agit là d'un raccourci, d'une oxygénation de notre vie politique pour aller de l'avant. Ce statut a été salué, commenté et approprié par le Maroc. Et il vise pour l'essentiel la convergence réglementaire. La convergence sur le plan politique, nous l'avons déjà démontré en participant à des opérations de maintien de la paix réalisées par l'Union européenne, le seul pays du Sud à être avec vous en Bosnie-Herzégovine dans l'opération Althea. Nous l'avons été aussi dans la mesure où nous avions été le premier à avoir un sous-comité droits de l'homme, bonne gouvernance avec l'Union européenne. Et nous sommes les premiers du Sud à avoir ce groupe avec participation mixte, pas seulement le gouvernement, mais aussi les institutionnels marocains, les ONG marocaines. Les exemples ne manquent pas. Et donc c'est ce Maroc qui bouge, qui évolue, qui se transforme, qui noue cette relation spécifique avec l'Europe, qui malheureusement fait face à certaines difficultés dans notre propre environnement régional. Le Maghreb, nous sommes les plus mauvais de la classe au niveau de l'intégration africaine. Des frontières qui demeurent fermées par nos voisins algériens, pour des raisons obscures, en tout cas que je n'arrive pas à comprendre, et naturellement quelques divergences en termes d'options stratégiques, tant vis-à-vis de l'Europe que vis-à-vis d'un certain nombre de questions, notamment moyen-orientales. Notre environnement immédiat, c'est aussi une situation difficile dans la bande sahélo-sahélienne, des évolutions délicates en Mauritanie, au Niger, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau. Et c'est cette évolution-là qui nous interpelle sur le plan stratégique aussi. L'affaire du Sahara. L'affaire du Sahara, je me suis permis de mettre à la disposition de celles et de ceux que ça intéresse une documentation qui rappelle quelques repères historiques et qui répond à un certain nombre de questions qui sont souvent récurrentes. Et donc je ne voudrais pas trop m'étaler là-dessus, sauf à rappeler que le Maroc a connu une phase de colonisation un peu particulière, mixte, espagnole au nord et au sud, française au centre, avec Tanger sous administration de 12 puissances coloniales au même titre. Et donc c'est dans un phénomène ou dans un recouvrement de notre pleine souveraineté que cela a été fait de manière successive.
Et je voudrais ici dire que, s'agissant de la zone saharienne, qui ne comporte pas seulement Saqi al-Hamra et Oued Dahab, connus sous le titre de Sahara occidental, mais qu'il y avait d'autres zones sous occupation espagnole que nous avons récupérées, étant légitimement les seuls à appeler à cette rétrocession. La zone de Tarfaya en 1958, accord avec l'Espagne, la zone de Sidi Ifni en 1969 et l'accord de Madrid de 1975 pour Saqi al-Hamra et Oued Dahab. En 1965, l'Assemblée générale des Nations unies avait clairement demandé à l'Espagne de négocier avec le Maroc la rétrocession de Sidi Ifni et du Sahara occidental. Résolution de l'Assemblée générale. Le régime espagnol de l'époque a préféré faire ça en deux phases. La zone de Sidi Ifni a effectivement été rétrocédée en 1969, mais c'était déjà un peu trop tard puisque le contexte mondial avait changé, l'évolution au niveau du Maghreb, et de là est née cette compétition entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara. Le Polisario n'a jamais existé durant la période coloniale espagnole. Le Polisario est né grâce d'abord à une initiative du régime libyen, repris immédiatement par l'Algérie dans ce contexte spécifique que j'évoque. Le Polisario n'est pas le représentant exclusif et légitime d'un peuple sahraoui. Ceci n'est consigné dans aucun document des Nations unies, tout comme ni l'assise populaire, ni un statut juridique, ni une expression démocratique quelconque ne confère au Polisario ce titre qu'il s'octroie, dans la mesure où la grande majorité des Sahraouis vivent, à l'image de leurs ancêtres, leur marocanité de manière pleine et vive sur les plans économiques et démocratiques. Le Polisario n'est pas non plus, au sens des Nations unies, un mouvement de libération. Il est, dans le cadre des négociations avec le Maroc, comme protagoniste, pour essayer de trouver avec lui, et nous espérons trouver avec lui, la solution politique et définitive à cette question. Le Maroc a cru devoir répondre à l'appel de la communauté en 2004, lorsque les Nations unies et l'ensemble des pays que vous représentez ont estimé utile que les partis prennent cette fois-ci l'initiative de mettre sur la table une proposition concrète. Le Maroc l'a fait. Nous sommes heureux de l'avoir fait. Nous avons proposé une solution sur la base d'une simple initiative qui n'est pas fermée à la négociation, qui est conforme au droit international, à la légalité internationale, comme compromis et comme pouvant, sur une base réaliste, atteindre la solution politique souhaitée. Depuis que nous l'avons déposé sur la table du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a dit qu'il était basé sur des efforts crédibles et sérieux, ce qui confirme la légalité et la légitimité de cette initiative qui, malheureusement, a été combattue dès le départ. Dès le départ. Le ministre algérien a dit qu'elle était mort-née, cette initiative, ainsi que le Polisario qui l'a rejetée en disant qu'elle partait du principe que la souveraineté était déjà marocaine. Ce sont des arguments, à notre avis, faux et fallacieux. Au contraire, ils s'inscrivent parfaitement dans la dynamique souhaitée par le Conseil de sécurité. Et depuis que nous avons mis sur la table cette initiative, et qu'elle a rencontré, croisé et convergé vers un soutien international évident, qu'un plan, public d'ailleurs, au demeurant public, une stratégie a été adoptée par nos protagonistes. Et cette stratégie est claire. Elle s'appuie depuis 2007 et certainement pas auparavant sur 3 types d'actions. La première, c'est un appel encouragé à travers des actions initiées, programmées, de soi-disant atteintes aux droits de l'homme au Sahara. La deuxième porte sur, soi-disant, une exploitation fallacieuse des ressources naturelles du Sahara. Et la troisième qui voudrait dire que le Sahara est un territoire occupé d'un État qui existe déjà, la RAST.
Ces 3 éléments font partie d'un plan d'action qui est mis en œuvre depuis cette date et depuis, nous avons assisté à un certain nombre d'actions spécifiques autour d'une propagande bien établie, bien huilée, avec des relais, je le conçois, et des oreilles attentives ici ou là. Ce qui s'est passé récemment à Laayoune est pour les Marocains d'abord une fierté. Et je m'explique. Une fierté qu'on ait accepté de laisser se développer des camps, des tentes en toute liberté. C'est une fierté d'avoir, au lieu de fermer ce camp, pendant que le Polisario disait qu'il était fermé, qu'il manquait volontairement de la nourriture, de l'eau et des médicaments, 600 à 1000 voitures entraient par jour et ressortaient par jour. Ce n'était pas un blocus, et je reviendrai plus tard sur ce qui était dit pendant ce temps-là par le Polisario et par l'Algérie. Le camp qui a été démantelé l'a été de manière pacifique, et je ne pense pas que dans aucun pays européen démocratique, la démarche eût été aussi pacifique. Les morts sont dans le camp des forces de police marocaines. Il n'y a pas eu un seul décès civil lorsque beaucoup, y compris dans cette salle, parlaient de génocide, d'épuration ethnique. Et cette opération, aujourd'hui, est confirmée. Il n'y a pas eu de violence. La violence était dans l'autre sens, parce que nos forces de police se sont retrouvées face à des cocktails Molotov, face à des criminels, face à des égorgeurs. Et aujourd'hui, on oublie ce qui a été dit et le tort qui a été fait, et on essaye de nous rattraper sur la situation post-événement et démantèlement du camp de ce qui serait arrivé à Laayoune. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails puisque Monsieur le Président, à juste titre, me rappelle que j'ai dépassé les 2 minutes. Je suis à votre entière disposition pour éclairer, dans la mesure du possible, et interpeller aussi votre conscience.